Nous allons parler d'un sujet qui est sur la table de la plupart des DRH en France notamment, qui est la conciliation de la carrière et du temps que l'on consacre quand on est salarié et qu'on est salarié aidant d'un proche dans sa famille par exemple. Et nous allons en parler avec Caroline Mike Norton, qui est la fondatrice de My Bonjour Caroline. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu le souhaites, tu peux présenter My Alors donc je suis la fondatrice de Mighty Millie qui a été créée en 2018 hein, suite à une expérience personnelle d'aidance. Donc j'étais aidante en parallèle de ma vie professionnelle et j'ai constaté qu'il y avait un manque à combler dans les entreprises dans leur approche managériale de ce temps de vie parce que c'est un moment qui nous impacte dans notre manière de travailler, notre capacité de concentration, notre mémoire et qui n'est pas suffisamment pris en compte par le département RH dans les entreprises. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Mighty Millie pour apporter, réunir une communauté d'experts, donc d'experts des différents métiers de l'accompagnement, du management, des neurosciences, qui ont tous la particularité d'être ou d'avoir été eux-mêmes aidants en entreprise. Et notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans, premièrement, la valorisation des coûts induits si il n'y a pas un soutien qui est apporté aux collaborateurs aidants. Ensuite, dans la réalisation de programmes de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au sujet de l'aidance, et puis de fournir un service d'accompagnement personnalisé aux salariés aidants à tous les stades de leur parcours, c'est-à-dire quand ils deviennent aidants, quand ils affrontent dans la durée ce parcours et que ça devient difficile de concilier ça avec leur vie professionnelle et puis peut-être suite à un deuil quand ils sont concernés. Quand je dis que c'est pratiquement sur tous les bureaux des DRH, est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que les DRH ont pris conscience de ce sujet? Parce que j'entends parler de ce sujet-là depuis 20 ans, mais c'était un peu entre guillemets poussif. Où est-ce qu'on en est en 2023? Alors je pense que c'est effectivement sur le bureau de tous les DRH. Après, voilà, la question c'est où se situe le niveau de priorité sur le sujet. Pourquoi c'est en réalité une priorité qu'il faut anticiper le plus vite possible aujourd'hui? Parce que les études nous prédisent que d'ici 2030, ce sera un salarié sur quatre qui sera aidant d'un proche. Et on pourra être aidant plusieurs fois dans notre carrière, parfois de manière concomitante, j'aide un parent, j'aide un beau-parent en même temps, etc. Donc c'est un sujet dont ils ont pris conscience parce que voilà, quel DRH ne s'intéresse pas au bien-être de 25% de ses collaborateurs? Euh, Actuellement, la vie d'un salarié aidant, ses difficultés, ses contraintes, sa vie, son impact, on peut un peu le décrire? Hmm. Alors, le premier impact, c'est le choc de l'aidant, c'est-à-dire le moment où on devient l'aidant. Donc, par exemple, suite à l'hospitalisation d'un proche ou à l'annonce d'un diagnostic, il y a une organisation, c'est un peu le branle-bas de combat, une organisation qu'on doit mettre en place, des intervenants à domicile. En plus, on découvre une pathologie qu'on ne connaissait pas. Et tout ça, ça demande du temps. Ça doit être réalisé dans un moment qui est assez anxiogène. On connaît pas l'environnement médico-social français, on ne connaît pas les prestataires, donc on va devoir passer beaucoup de temps à faire des recherches. Tout ça à côté de son travail. Et c'est un moment qui est particulièrement compliqué. Ça, c'est un moment qu'on identifie, nous, comme euh, nécessaire. On a besoin d'une aide au démarrage. Et nous, c'est ce qu'on propose avec un aidant expert qui va aider, qui va conseiller le collaborateur pour qu'il ne soit pas seul face à un maquis de complexité administrative. Et on va, pendant une période assez courte, euh, lui fournir les informations. On va commencer d'abord évidemment par écouter cette situation et lui fournir des informations avec un plan d'aide très précis sur les prestataires disponibles sur le territoire qui concerne son proche, les différents dispositifs à actionner, les dossiers à remplir. Et on peut même aller jusqu'à coordonner la mise en place des prestataires pendant le premier mois de l'intervention. Il va y avoir un aller-retour pendant ces premières semaines entre le collaborateur et l'aidant expert, qui est un spécialiste de toutes ces questions-là, pour pouvoir le soulager et économiser, en fait, gagner un temps monstrueux dans la mise en place de cette organisation. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le care manager, ta vision?
Voilà, c'est ce qu'on appelle le care management. Oui, absolument. Donc là, nos aidants experts sont spécialistes du care management. Il faut connaître tout le paysage médico-social français et savoir faire des recherches rapides et efficaces. Si on ne fait pas pour eux, c'est l'aidant qui va faire ça sur son temps de travail, devant son ordinateur. Il va hésiter, il ne saura pas très bien où aller. Et c'est une période qui finalement est assez anxiogène. Donc on va lui apporter pas seulement un gain de temps, mais aussi un certain niveau de sérénité dans le fait que soit il a bien mis en place ce qu'il fallait mettre en place, soit voilà les choses que vous pouvez mettre en place. Si vous n'êtes pas tout seul, on continue à vous accompagner. Si je provoque un peu, je dirais que c'est pas le problème de l'entreprise, c'est le problème du salarié. Il a qu'à se débrouiller le soir, etc. Pourquoi est-ce que ça concerne l'entreprise? Alors, ça concerne l'entreprise à partir du moment où je n'arriverai plus à assumer ces tâches en dehors de mon temps de travail. Ou alors, parce que en les assumant en dehors de mon temps de travail, eh bien, le temps du soir ou le temps de week-end ne rempliront plus leur fonction de repos habituelle, alors que ça sera le cas pour d'autres collaborateurs. Donc, en réalité, ça, c'est la première raison. Donc, si je suis amenée à m'absenter pour mettre en place des rendez-vous, rencontrer des prestataires. Si je suis amenée à passer 3 heures sur Internet au bureau pour rechercher les bons dispositifs, des conseils. Voilà, ce temps-là, on peut dire qu'on ne le voit pas, mais en réalité, il impacte nécessairement, c'est du temps effectif que je ne passe pas à travailler. Et puis, il y a le temps qui est beaucoup plus immatériel, qui est lié à l'inquiétude que j'ai de Donc, penser à mon proche. j'ai provoqué un peu, c'est une sorte Oui, de temps de cerveau disponible oui, c'est pour ça. réaliser la tâche dans l'entreprise et pas être perturbé par ce qui arrive chez soi. C'est ça, c'est exactement ça. Et on appelle même ça la surcharge cognitive. Ça impacte, et c'est absolument démontré donc, par des experts en neurosciences, ça impacte ma capacité de concentration, le fait d'être inquiet, ma capacité à réaliser une tâche simple. Je vais peut-être passer 2 heures à organiser une réunion, alors qu'en temps normal, je devrais être capable de le faire en une demi-heure. Quand vous pensez, alors je ne sais pas si vous avez des parents qui vieillissent ou si vous avez des enfants, mais un parent qui a un enfant qui a la grippe et qui est gardé à la maison, quand il est au travail, il sera ce jour-là, ces jours-là, pas aussi productif qu'en temps normal, parce que voilà, cette inquiétude, elle va m'impacter dans ma capacité de travail. C'est pour ça que voilà, l'entreprise est absolument concernée. On peut dire, ça ne me concerne pas, je mets en place des dispositifs externalisés parce que ça relève absolument de votre vie privée, mais en réalité, ça a un impact dans ma capacité de travail. Donc oui, ça doit être pris en compte et mieux accompagné. Si je suis un DRH, je t'écoute dans l'émission, je suis convaincu du besoin, de la nécessité de prendre en charge ce sujet-là. Ce contexte, qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? La première chose qu'on va faire, c'est probablement d'examiner, d'évaluer les coûts cachés de l'aidance dans l'entreprise. Parce qu'on dit que c'est près d'un salarié sur 4 qui est concerné, mais en réalité, le DRH, lui, il ne le voit pas. Il ne le voit pas, pourquoi? Parce que les études nous disent, et nous, on l'a constaté avec l'accompagnement de plusieurs centaines de salariés, que 3 salariés sur 4 n'en parlent pas en entreprise. Ils n'en parlent pas. Peut-être ils vont l'évoquer de manière secrète auprès d'un collègue, mais ils n'en parlent pas à leur manager ou à leur RH. Et finalement, le DRH va l'apprendre au moment où le salarié va être obligé de prendre un congé en urgence ou peut-être même aller jusque à l'épuisement, le burn-out. Voilà. Donc, on n'est pas dans une logique de prévention. Et donc, nous, on accompagne le DRH dans la prise en compte de la compréhension du problème et l'identification de tous ces coûts cachés. C'est ce qui va aider, en fait, à la mise en place des dispositifs qui seront bien calibrés par rapport aux coûts qu'on aura estimés, des aidants actuels de l'entreprise et des aidants à venir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va l'aider sur un plan de communication RH pour faire rentrer le sujet de manière très ouverte dans l'entreprise. Puisque, comme je disais, si le sujet est traité en chambre de manière secrète, finalement, on ne va pas envoyer un message aux collaborateurs qui va être, on ne va pas leur dire venez, on va s'occuper de vous, ce temps de vie que vous traversez est totalement normal, on va plutôt en le gardant totalement, en ayant un traitement totalement anonymisé, on est plutôt en train de leur donner un message qui est ça concerne votre vie privée, là-bas il y a un service qui s'occupe de vous, voilà, activez ce service, mais nous voilà, on veut rien savoir d'autre. Donc en fait on va travailler sur un plan com pour
faire rentrer ce sujet de manière très ouverte, très explicite dans l'entreprise et pouvoir faire émerger des questions, mieux repérer des collaborateurs aidants qui avant se seraient dit mais je ne veux pas en parler parce qu'en fait, bah non, c'est totalement privé, je ne peux pas aborder le sujet, qui à l'issue de ce plan de communication, donc on le fait avec des conférences inspirantes ou éclairantes, sur les sujets de l'aidance, va se dire, tiens, c'est intéressant, je peux m'exprimer, je peux en parler, et en fait, l'entreprise peut peut-être faire quelque chose pour moi, et ça ne va pas m'impacter, donner une mauvaise image de moi dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en Oui, parce levant que la le main en risque, disant, oui, parce que le risque, c'est que enfin, certains pensent que le risque, c'est d'avoir une incidence sur la carrière, notamment si on parle qu'on est aidant. Parce que ça serait vu comme une tare, c'est ça. c'est la crainte principale aujourd'hui, en fait. Pourquoi Oui, ils n'en parlent pas? Parce oui, qu'il y a oui, un parce qu'en fait, doute. ouais, toi, ta vision, moi, ce qui m'a plu lorsqu'on s'est parlé la première fois, moi, ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'effectivement, moi, j'avais plutôt une vision, je me suis dit, voilà, il faut plutôt faire un service pour les entreprises où sans trop communiquer, où les salariés peuvent de manière anonyme se faire assister par des care managers. Et toi, tu as une vision différente. Tu dis au contraire, il faut que la parole se libère. Et pour que la parole se libère, il faut que l'entreprise en parle. Absolument. Je pense que les solutions où on n'en parle pas, elles ne sont pas pérennes. Un sujet compté, c'est un sujet qui finalement n'est pas très bien traité, qui reste traité en dehors des murs de l'entreprise. Moi, je dis traitons-le dans les murs de l'entreprise parce que déjà, ça va concerner un collaborateur sur quatre. Ça, c'est l'argument. Il y a presque que cet argument il devrait se suffire à lui-même. Bien sûr, bien sûr. On en parle, on le traite et on considère que c'est totalement normal de devenir aidant à un moment, d'avoir besoin d'un coup de main pour régler ses problématiques organisationnelles, mieux comprendre les pathologies, enfin, quelles que soient les questions qui se posent, comprendre comment ça impacte mon travail. C'est aussi la raison pour laquelle il faut former les managers sur la question. Mais voilà, on en parle et on le normalise pour que moi, si le collaborateur a le moindre doute que le fait d'en parler risque d'entacher son image, c'est-à-dire de montrer qu'il est un collaborateur moins disponible, moins motivé. S'il a ce moindre doute, il n'en parlera pas. Et finalement, trois options. Soit il va chercher des aides en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a besoin de temps pour le faire. Et puis ça va coûter de l'argent. Soit il va vivre tout seul dans son mal-être, il va continuer tant bien que mal, mais donc il va vraiment baisser en productivité. Et soit risque ultime, il dépasse, il a plus de ressources et là il atteint le burn-out et c'est un collaborateur qui est en arrêt. Euh, donc voilà pourquoi il faut en parler pour mieux traiter, passer d'une logique d'urgence à une logique de prévention. Donc, une fois que dans l'étape, une fois que vous avez communiqué, il y a les premières informations, remontées d'informations, la suite du travail avec moi, le DRH? Alors la suite, c'est que donc on communique sur la manière dont les collaborateurs peuvent solliciter le service My Team Lead. Donc il y a deux types de services. Il y a celui dont le care management qui est l'aide au démarrage. Comment je m'organise, les prestataires, les numéros, éventuellement la coordination de la mise en place de la première organisation autour de la personne en perte d'autonomie, voilà, touchée par la maladie. Deuxième temps, c'est le temps de la conciliation avec la vie professionnelle. Donc, quand le rôle d'aidant voilà, s'éternise, dure, c'est évident qu'il y a un moment où on peut tout à fait s'essouffler. Et là-dessus, eh bien, c'est un aidant expert qui est coach qui va accompagner le collaborateur pour qu'il ne perde absolument pas pied. Je donne un exemple. Par exemple, on a une responsable marketing qui a un enfant touché par une maladie chronique. Elle doit gérer l'agenda des aides autour de son enfant, mais elle doit aussi gérer son agenda professionnel, l'équipe qu'elle manage. C'est quand même une situation qui est pas évidente dans la durée, toujours avec des objectifs elle-même de performance. Donc, il ne faut pas que voilà, la manager perde elle-même pied. Donc, c'est important d'accompagner les gens dans ce temps de vie-là. Et là, c'est sous le format d'un coaching pour pouvoir soulager et aider la personne à retrouver des ressources et tenir voilà, dans la durée, rester engagée dans son travail. Donc, une partie care manager, une partie coaching. Ouais. La partie care manager, elle est distancielle, elle est présente. Tout à l'heure, si je t'ai bien compris, c'était quand même très présentiel, ou pas? Non, non, non. Alors, non, pas du tout. Alors, en Ah, réalité, on s'adapte.
Le care management se fait généralement par téléphone ou visio D'accord. face à face entre le care manager et le collaborateur aidant aux horaires qui lui conviennent parce que là on s'adapte vraiment à sa disponibilité. Les conférences quand on intervient en entreprise, on peut intervenir sur le site de l'entreprise mais aussi on peut le faire aussi en visioconférence. Euh, Ça fonctionne aussi très bien. La différence, c'est qu'en présentiel, généralement, on reste beaucoup plus longtemps parce que les gens viennent nous poser beaucoup de questions à l'issue de la conférence. Le coaching également, voilà, on peut tout à fait suivre, faire. On s'adapte en fait, on va appliquer le format qui va le mieux convenir aux personnes. Il y a juste nos interventions en cas de deuil où là, le présentiel est vraiment recommandé, des conférences quand on a le sujet voilà, de salariés endeuillés ou des accompagnements individuels pendant des périodes de deuil. Et bien là, il est vrai que d'être ensemble, c'est ce qu'on préconise. Une entreprise qui a mis ton service, on voit par exemple les salariés aidants qui parlent entre eux. La parole se libère, donc j'imagine dans la salle, ils se voient, ah bah tiens, toi aussi, tu es dans la même situation que moi, une situation de proche. J'imagine que après, ensuite, ils parlent entre eux de ces Mais en sujets. fait, c'est ce qui leur permet de se dire, je ne suis pas tout seul. C'est ça. C'est ça qui est génial. Et à partir du moment où je vois que je ne suis pas tout seul, je me sens autorisée à en parler. Parce que je commence à sortir de l'image du tabou, de l'image stigmatisante que j'avais sur ce sujet. Et quand voilà, il y a une expression de la direction des ressources humaines, un intérêt prononcé pour vraiment accompagner ce temps de vie, eh bien, je me sens voilà, beaucoup plus autorisée, beaucoup plus libre. Effectivement, les gens en parlent. Du coup, c'est ce qu'on observe, nous, dans les équipes, parce qu'on accompagne aussi les managers pour les aider à aborder ce sujet avec leurs équipes. Il ne faut pas oublier que le manager, il est en première ligne, finalement, quand il a des aidants dans son équipe. Quelle attitude je dois avoir avec la personne qui a un problème dans sa vie privée? Comment est-ce que j'aborde le sujet? Ah oui, il y a Là aussi ça. Ah oui, je l'ai pas pensé. Oui, il y a aussi donc ça, il y a aussi la formation effectivement des managers qui ont des salariés aidants dans leurs équipes. voilà, et là-dessus, Ouais, c'est quand même dommage de laisser les managers se débrouiller tout seuls bien sûr. face à cette situation qui peut être un peu anxiogène. Donc là, on a développé des ateliers de formation très courts, des formats très courts avec une approche neurocognitive pour leur donner des outils actionnables immédiatement pour repérer les signaux faibles, entrer en conversation avec une personne qui traverse ce parcours-là et identifier les besoins et mettre en place les solutions qui répondent exactement à ces besoins, à savoir échanger avec le collaborateur aidant. Dernière question que j'avais, c'est dans les entreprises qui ont déjà franchi le pas de tes services, est-ce qu'on repère des typologies d'entreprises, au niveau de la taille, au niveau des secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a oui, un personnel d'entreprise qui s'intéresse à ce sujet-là, plus que d'autres? Alors, sans surprise, les grosses entreprises sont les premières à prendre le sujet. Elles mettent en place voilà, un certain nombre de dispositifs. Alors probablement le volume aussi rend le sujet plus visible. Néanmoins, dans les entreprises de taille intermédiaire ou les petites entreprises, le volume, il est quand même bien là. Et quand on a dans une entreprise de 100 personnes, 20-25 personnes qui sont concernées, les problèmes organisationnels sont décuplés et peut-être moins faciles à gérer que dans un grand groupe. Mais oui, effectivement, ce sont plutôt aujourd'hui les grosses entreprises, les acteurs du CARE, mais on voit des entreprises de taille plus petite venir vers nous et nous demander ce qu'on peut mettre en place pour eux, qui ne soit pas une usine à gaz et qui soit facilement activable. Donc, c'est c'est aussi ce qu'on propose. En fait, on s'adapte en fonction de la taille de l'entreprise, des enjeux financiers pour elle. Et on peut mettre en place des choses assez simples pendant une première année, tester et généralement les retours sont très très rapides sur voilà, la libération de la parole pour les collaborateurs, leur capacité à mieux exprimer des besoins et à se sentir plus en confiance en fait avec un manager, un management plus globalement qui en fait peut m'entendre et considère que ce temps de vie est normal. Super. Un point à rajouter ou une conclusion? Une conclusion, peut-être dire
que dans notre société vieillissante, on parle beaucoup du fait qu'en fait 9 Français sur 10 veulent vieillir à domicile. Et derrière le fait d'avoir envie de vieillir à domicile, ce maintien à domicile, il est rendu possible aujourd'hui. Il faut que tout le monde en soit bien conscient. Grâce aux aidants, en fait. Grâce à ce deuxième job non rémunéré que les aidants réalisent auprès de leurs proches. Et en face de ce maintien à domicile, moi j'ai envie de mettre en miroir le maintien en emploi des aidants parce qu'on a beaucoup travaillé sur le congé de proche aidant, les manières d'indemniser ce congé. Et c'est très bien et c'est nécessaire d'avoir des moments de répit, mais je crois que fondamentalement, ce qui compte, c'est que les aidants restent en emploi parce que c'est le critère financier qui rend le maintien à domicile in fine possible. C'est que voilà, ces aidants restent en emploi. Alors on voit que le parcours je vais faire un parallèle avec la parentalité et les femmes enceintes, voilà, qu'on réintègre dont on prend en compte le parcours quand elles sont enceintes et qu'on réintègre après un congé maternité. Et je veux être très optimiste sur notre capacité, sur la capacité de toutes les entreprises à innover de la même manière pour les aidants et du coup élargir la thématique de la parentalité à 360 degrés. Super, merci Caroline McNaughton. Je rappelle que tu es fondatrice de Mighty Millie. Merci beaucoup. Merci Frédéric.